de choses ont été dites, alors on va un petit peu servir de synthèse, entre guillemets, de déjà ce qui a été vu aujourd'hui. Et puis avec Julie, on a évidemment la mission de représenter les juristes, puisqu'on s'est déjà interrogé entre nous, si je puis dire, il y a quelques jours. Donc la présentation que l'on fait est une présentation collective de l'équipe autour de Irina, Jean-Baptiste et Thierry sur les objets connectés. De ce point de vue-là, il faut que ce soit dit, bien sûr. Alors, quelques mots introductifs. On l'a dit et redit. Déjà, en termes de chiffres, on a vu que, en gros, on sait qu'il y aura plein d'objets connectés. On ne sait pas exactement combien, mais il y en aura beaucoup. Et simplement pour revenir sur ce qui a été dit sur on ne s'y intéresse pas, en 2015, cet article, je crois qu'il faut le relativiser, puisqu'on dénombre quand même aujourd'hui près de 8 milliards, aujourd'hui en 2018, entre 8 et 10 milliards d'objets connectés. Donc ça, ce ne sont pas des prédictions. Donc oui, les objets connectés sont déjà plus nombreux que les êtres humains sur la planète. Et ce matin, on a bien vu que les échanges entre les données qui circulent sont extrêmement nombreuses. Alors on a donc vu que ces objets connectés font partie d'un écosystème, avec d'autres objets connectés, avec des réseaux, avec des serveurs, avec des logiciels. On commence à appréhender en tant que non-spécialiste ces phénomènes. Et ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les données, les informations qui vont ressortir de ces objets connectés, des données qui circulent, qui sont captées à notre insu ou pas, et surtout, il faut bien comprendre également, ça a été dit, mais qu'il y a peut-être, Gérard Gaglio l'a évoqué, cette distinction d'objets connectés à faire. On peut peut-être aller un petit peu plus loin et dire que aussi certains objets connectés sont amenés à prendre des décisions. Et c'est ce qu'on disait aussi sur, éventuellement, dans le domaine médical, c'est ce que l'on appelle l'analytique des objets. Et ça veut dire que l'objet va analyser lui-même les données et va en tirer alors des décisions. Soit il va les proposer à un humain, soit il va prendre seul la décision. Et là, évidemment, ça pose des questionnements extrêmement importants. Alors on va comparer, on va combiner ces données et c'est comme ça que l'écosystème s'enrichit. On l'a dit, c'est cette idée de somme, d'agrégat des données qui font qu'il va y avoir cette plus-value offerte ensuite aux utilisateurs et notamment les grands groupes, les plateformes, etc. Alors les domaines dans lesquels on a pu voir, nous, ces objets connectés et puis dont on a parlé aujourd'hui, bien sûr la domotique au sens très large, que ce soit à domicile, dans l'entreprise ou dans les lieux publics, avec, on l'aura compris, l'idée que c'est bien, c'est efficace, parce que le chauffage, par exemple, sera géré de manière beaucoup plus pertinente et ça évitera les déperditions d'énergie. On a vu également tout ce qui concerne le quantified self qui se développe beaucoup, c'est-à-dire est-ce que je fais bien mon sport, mes pas, etc. Tout ce qu'il faut pour être bien, avoir une jolie silhouette, etc., etc. On a vu l'exemple de l'agriculture et puis on verra également en fin de présentation l'exemple des smart cities. Donc Nice est l'une des villes connectées au monde. Il y a quand même des initiatives extrêmement fortes qui sont menées en la matière. Alors, ces objets connectés, il faut les resituer dans leur environnement parce qu'ils sont symboliques de plein d'autres choses. Le big data, l'intelligence artificielle, on l'a dit, l'homme augmenté. Et on peut aussi s'interroger, sans aller trop loin, parce que ce n'est pas non plus la dimension du projet, mais on ne peut pas s'empêcher non plus de déborder un petit peu et de se demander si ça n'est pas la partie émergée de l'iceberg, évidemment. Ces objets connectés, ils vont participer au phénomène de mesurabilité de toute chose. La gouvernance par les nombres, dit un grand juriste qui est Alain Suppiot. On veut tout mesurer par la captation de données. Et c'est aussi ce changement d'échelle très fort qui nous préoccupe avec cette massification des données. Alors, ce qui vient tout de suite à l'esprit, bien sûr, c'est la protection des données personnelles. On a beaucoup parlé du RGPD. On en dira quelques mots, qui est entré en vigueur il y a quelques jours.
On a déjà relevé les insuffisances de ce RGPD, notamment la notion même de données personnelles, et puis surtout le moment de l'intervention du droit, qui est déjà en aval, alors que peut-être il faudrait intervenir plutôt en amont. Alors, plusieurs questions. Quelles données servent au calcul? Comment est-ce qu'on sélectionne l'information? Comment on la vérifie? Comment est-ce qu'on la qualifie juridiquement? Qui pilote le codage des calculs? Quels sont les objectifs qui sont poursuivis, bien évidemment? À quoi servent ces données? Qui contrôle leur circulation? Comment les protéger? Ça, on aura compris que c'est une question évidente. Comment contrôler l'utilisation de ces données? Ou enfin, qui est responsable des données, et notamment en cas de dysfonctionnement, en cas de dommages subis par là? Autant de questions, on pourrait évidemment allonger la liste, mais vous voyez qu'il y a déjà plein de choses qui nous préoccupent. Nouvelle situation donc qu'il faut appréhender juridiquement. Le big data, les algorithmes, qui évidemment sont quand même... on a une doctorante qui en sait quelque chose, qui ne sont pas évidents à appréhender, le codage. On a parlé, tu l'as dit Jean-Baptiste, hein, de cette addiction de masse aux objets connectés, qui est aussi un phénomène nouveau qui pour l'instant n'est pas du tout étudié à notre connaissance. Et puis ça s'inscrit aussi dans cette culture, entre guillemets, de la performance. On l'a dit, performance économique, performance du soi également, de la santé. Tout doit être performant, mais à quel prix? Est-ce que ça n'est pas aussi le rôle du juriste de rappeler qu'il y a des valeurs autres que la performance? Et donc ça, c'est extrêmement important. On peut parler de récolte ubiquitaire. J'ai bien aimé la formule des données, c'est-à-dire partout, tout le temps. Hein, ça, c'est Antoinette Rouvroy qui l'évoque. On parle d'analphabétisme. Ça, c'est Antoine Garapon qui nous dit qu'on n'y comprend plus rien et que du coup, c'est très compliqué. Et d'autres qui parlent de datacratie, mais aussi et surtout des exclus de cette datacratie, c'est-à-dire le gouvernement par ces datas, par ces données. Alors de notre côté, en tant que juriste, on connaît beaucoup cet article « Code is law », code au sens code informatique, et ça nous inquiète parce que la technologie devient, dans certains cas, une technologie normative, une technologie régulatoire qui se passe du droit, on l'a dit, une stratégie d'évitement comme ça du droit qui se fait et qui peut inquiéter le juriste et donc plus globalement, pas seulement les juristes évidemment. Et cette dimension de concurrence entre guillemets entre la technologie et le droit, c'est l'un des champs de recherche. Alors les rôles traditionnels du droit, eh bien l'éducation, l'information, l'alerte, la sensibilisation. Le fait de moraliser, alors on avait un peu le débat entre midi et deux, hein, entre le droit, la morale, l'éthique, il faudra clarifier aussi cela. La prévention, la protection, bien sûr. La sanction, évidemment. Et alors la question de l'interdit. Est-ce qu'on pourrait interdire certaines choses? Juste une petite parenthèse, on ne l'a pas évoqué, c'est peut-être un peu loin des objets connectés, quoique, mais les armes létales autonomes sont un souci majeur qui sont en train d'être étudiés dans le cadre de l'ONU. Et on s'interroge aujourd'hui, est-ce qu'on doit ou non interdire ces armes létales autonomes? Là, c'est encore bien pire que l'arme nucléaire. Donc je laisse juste ça à votre réflexion. Faut-il interdire? Il me semble que oui, dans certains cas, il faut interdire, bien évidemment. Alors quel rôle, nouveau, pas nouveau pour le droit? L'aide à l'élaboration du code informatique, on l'a dit. Privacy by design, c'est-à-dire la norme technique qui intègre la protection des données personnelles, par exemple. Une collaboration juridico-informaticienne, etc., c'est une idée forte, à savoir que le code deviendrait une réplique informatique du droit. Et ça, c'est vraiment une idée extrêmement intéressante, une nouvelle manière de s'exprimer pour le droit, mais ça reste du droit. Alors l'exemple du smart contract, hein, qui typiquement voit coder des modalités d'exécution du contrat avec un exemple tout simple qui est que l'assurance se déclenche automatiquement en cas d'intempérie qui dévaste la récolte d'un agriculteur. Donc ça, voilà, c'est typiquement quelque chose qui montre que oui, c'est extrêmement pertinent dans certains cas. Et puis cette application
Pilotep, je ne sais pas comment on dit, c'est un acronyme, qui est une application qui permet de calculer la prestation compensatoire. Donc, vous pouvez imaginer ce que vous pourrez toucher en cas de divorce. Et on a compilé 2 millions de décisions de justice et tous les critères du Code civil qui ont été codés pour calculer tout simplement une fourchette de prestations compensatoires. Alors, Julie va vous parler de quelques problématiques juridiques saillantes qu'on a choisi évidemment de mettre en lumière. Il y en a bien plus, mais tout de suite, elle va évoquer ces problématiques. Merci. Alors par contre, voilà, je vais récupérer ça et le mettre en lecture. Parce que je me suis pris pour Spielberg, à un moment il y a des effets. Hop. Alors effectivement, on a choisi arbitrairement de présenter quelques problématiques juridiques, celles qui nous paraissent les plus évidentes, mais comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste Racine, finalement le droit n'est rien sans le vécu social, donc c'est aussi l'objectif de cette journée, c'est de rencontrer les informaticiens, rencontrer les professionnels de la santé, pour justement nous aider à identifier ces problématiques juridiques. Donc celle-ci, c'est celle qu'on a plus ou moins identifiée, mais bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Alors, pour commencer, donc, on va traiter des données personnelles. On va voir ensuite le volet responsabilité, le contrat concurrence-consommation et les problématiques liées au Smart City. Alors, pour ce qui est des données personnelles, on en a beaucoup parlé aujourd'hui et à très juste titre. Vous reconnaissez peut-être le tout mignon nounours de la société Spiral Toy qui, il y a quelques mois de ça, a laissé échapper pas moins de 2,2 millions de conversations privées entre le parent et l'enfant. Puisque, en fait, l'objet de ce nounours, c'est de pouvoir enregistrer une conversation, enfin, de pouvoir enregistrer un message pour son enfant depuis son smartphone, et lui, il peut l'écouter avec son nounours. C'est la version petit enfant du téléphone du smartphone, en fait. Donc, on a véritablement vu aujourd'hui qu'on met des objets connectés dans la maison, dans la famille, des objets connectés dès la plus tendre enfance. Donc, il y a vraiment cette problématique de vie privée qui nous intéresse particulièrement. Et on se rend compte que quand même le RGPD a voulu prendre en considération ces problématiques-là. Alors, donc le RGPD, règlement de l'Union européenne, du Parlement européen plus précisément, et du Conseil du 27 avril 2016, qui, comme on l'a dit au cours de la journée, est entré en application le 25 mai dernier. Alors plusieurs principes sont applicables aux objets connectés, donc aux problématiques spécifiques des objets connectés, à savoir la privacy by design. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Ça vient d'être évoqué par Eva Mouyal. L'idée, c'est vraiment que dès la conception de l'objet, nous puissions envisager des méthodes de résilience de l'objet par rapport au piratage qu'on a beaucoup évoqué. Donc on se situe vraiment en amont, c'est-à-dire que le droit va dans la norme technique. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Autre chose de très intéressant dans le RGPD, c'est l'étude d'impact sur la vie privée. C'est-à-dire qu'avant de mettre un objet sur le marché, le constructeur, le concepteur de l'objet va devoir faire une étude d'impact et déterminer si oui ou non l'objet porte atteinte à la vie privée. Donc ça, c'est quand même très intéressant, c'est pas anodin. Et puis il y a l'opt-in. L'opt-in, c'est le consentement libre et éclairé. C'est-à-dire qu'en amont, l'utilisateur doit opter. Si ça avait été l'opt-out, ça aurait été la solution inverse. Ce n'est pas en amont, mais éventuellement après qu'on peut faire des revendications. Alors, les spécificités, les particularités du RGPD, elles sont selon moi de 3 ordres. Premier ordre, c'est effectivement qu'on a renversé un petit peu la temporalité du droit. Normalement, on l'a dit plusieurs fois, le droit a une réaction strictement épidermique avant d'envisager des solutions, de beaucoup réfléchir, mais du coup, forcément, on a un train de retard. Bon, là, on est sur de la prévention du risque. Et ça change la donne, notamment avec le Privacy by Design. C'est vraiment, on a essayé de se positionner avant. Donc on a parlé aussi tout au long de la journée de la problématique du positionnement du juriste. Là, on a quand même une bribe. Et cette notion de prévention du risque, qui rejoint finalement la problématique environnementale, elle nous paraît effectivement complètement centrale. Mais plus
plus inquiétant, enfin pas plus inquiétant, mais plus particulièrement, cette prévention du risque, en fait, elle invite à une réflexion sur du droit prospectif. Le RGPD fait du droit prospectif en imaginant des dérives, c'est-à-dire que nous, les piratages que l'on connaît, c'est relativement marginal. Là, nous sommes sur des préventions. Donc ça, c'est aussi un rôle du juriste qui est original. L'autre aspect très original du RGPD, c'est le fait qu'on se cantonne aux données personnelles. Alors ça, c'est original, mais c'est aussi regrettable. Pourquoi ? Parce que données personnelles, on l'a vu également tout au long de la journée, ça pose de véritables questions et ça ne prend pas en considération l'agrégation des données. Voilà, petit effet de Spielberg. L'agrégation des données, pourquoi ? Parce que vous avez le compteur Linky. Vous le connaissez tous. Il est relié avec un frigo connecté. Ou alors, il n'est même pas relié avec un frigo connecté. Très clairement, on peut faire du profilage religieux avec ça. C'est-à-dire qu'on sait à quelle heure vous mangez, on sait à quelle heure vous consommez, on sait à quelle heure vous ne consommez pas. Donc, on sait si certains jours de la semaine vous ne consommez pas, etc., etc. Donc, typiquement, c'est la possibilité première pour faire du profilage religieux. Très problématique. Autre exemple, encore plus problématique, on en a également parlé au cours de cette journée, vous avez un frigo connecté, vous avez une montre connectée qui prend vos petites pulsations cardiaques, qui vous dit hey, t'as pas à bouger pendant 5 heures, là, il faut y aller, là. T'as pas fait tes 5000 pas, là, il faut y aller, là. Et le téléphone portable qui prend nos pas. Là, t'as fait que 5000 pas, c'est pas bon du tout. Oui, mais finalement, l'iPhone, on l'a quasiment tous. La montre connectée, on est beaucoup à l'avoir. Le frigo, je suis d'accord, peut-être pas tout le monde vu les prix. Mais il n'empêche que ne serait-ce qu'avec le téléphone et la montre connectée, on arrive à détecter les propensions à l'obésité, propensions au diabète, des propensions au cholestérol, etc. En tout cas avec nos habitudes de consommation alimentaire. Qu'est-ce que ça induit ? Ça induit ce phénomène de scoring dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment un problème pour le juriste. Et en fait pour tout citoyen. Mais en tout cas, notre place de juriste est de s'intéresser particulièrement à ces problématiques-là. Et comme je l'évoquais moi-même tout à l'heure, il y a vraiment cette problématique de conscience. Et Gilles Bernardin nous le montrait également. C'est ces données complètement anodines qui filent comme ça. Et on n'a vraiment pas conscience. En particulier les plus jeunes, dont je fais partie, encore un peu. Et du coup, il faut vraiment cette problématique dans la prévention de sensibilisation. Peut-être que c'est aussi un des éléments auxquels le juriste doit se confronter. L'autre élément du RGPD, c'est la graduation de la protection des données. C'est-à-dire que vous avez des données qui sont particulièrement protégées, des données sensibles, particulièrement les données de santé. C'est l'exemple que j'ai choisi de traiter puisque nous avions des professionnels de la santé aujourd'hui. Alors l'article 9.1 du RGPD nous dit « Le traitement des données à caractère personnel qui relèvent l'origine raciale ou ethnique ou bien des données concernant la santé sont interdits. Les traitements sont interdits. Il s'agit d'une donnée sensible, c'est interdit. Sauf que comme tout principe, il y a des exceptions. L'article 9-2H du RGPD nous dit « Le traitement est autorisé s'il est nécessaire aux fins de la médecine préventive et autres. » Notamment, aux quelques dispositions plus loin, nous avons à des fins de santé publique. Donc, nous avons la santé publique et nous avons la prévention de la santé. Avec ces deux exceptions-là, finalement, on a un beau prétexte pour faire rentrer tout et n'importe quoi dans ces données de santé. Puisque, on le voit, les données de santé constituent vraiment les nouveaux modèles économiques. Alors, il y a la nouvelle start-up niçoise ExactCure qui, en fait, prévoit un jumeau digital. Et en réalité, on fait manger à notre jumeau digital, on lui fait manger la même chose qu'à nous et on voit comment il réagit. Avant de nous donner le médicament, on voit comment est-ce qu'il réagit. Et bien là, cet outil est donné gratuitement. Par contre, ce qui est financiarisé, ce qui est la valeur marchande, c'est la donnée qui est récupérée. Donc vraiment, on voit que la donnée de santé est au cœur du business model et que la protection de l'outil de santé ne fait guère
souci au concepteur. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en considération. On parlait tout à l'heure de médecine à 2 vitesses. Je vous disais, c'est peut-être un prétexte, là, le RGPD. Il y a une contradiction entre ces dispositions du RGPD. Et finalement, on le voit parce qu'on a 2 offres de santé. Vous en parliez tout à l'heure, Gilles Bernardin. Cette offre du bien-être, qui est presque dans la prévention, et cette offre, au contraire, de l'assistant médical. On pense aux stents connectés, aux pacemakers connectés, etc. Bon, voilà, on est vraiment sur l'assistant médical. Donc, ce sont 2 choses complètement différentes. Donc, finalement, on voit quand même qu'il y a un glissement entre la médecine curative et la médecine préventive. Donc là aussi, ça pose de véritables questions. Et ça pose de véritables questions parce que ça transforme en fait le parcours de soins. Et donc, le financement du parcours de soins. Puisqu'on va glisser, et ça a été relativement dit, hein, la question de l'assurance était quand même en filigrane dans beaucoup d'interventions. On passe d'une société d'assurance à une société d'assistance. C'est fondamentalement différent. Donc ça fait partie également des vraies problématiques juridiques que l'on doit prendre en considération. Alors, oui. La question des responsabilités était également très prégnante aujourd'hui. Alors, vu qu'on a une transformation du parcours de soins, l'individu est au cœur du parcours de soins, on l'a vu, puisqu'on est même aujourd'hui sur l'examen clinique, visiblement, par l'information qui est donnée par le patient. Donc on l'appelle l'action, visiblement, le patient actif. Est-ce que, du coup, on pourrait envisager sa propre responsabilité en cas de négligence? Vous savez que vous ne marchez pas assez, vous savez que vous ne mangez pas bien. Est-ce que, du coup, on peut vous en tenir rigueur? De la même manière, cela pourrait remettre en cause la mutualisation et la solidarité. Après tout, pourquoi la communauté paierait pour une négligence fautive? Donc ça, c'est vraiment une problématique juridique également. La responsabilité du médecin, on a vu que c'était aussi une question très préoccupante. Alors, on a le même schéma de ce pancréas connecté, où en fait, là, on est sur un dispositif de prescription autonome. Vous avez un médecin qui prescrit une prescription autonome. Quelle est la responsabilité du médecin? Est-ce qu'il y a une co-responsabilité avec la machine? Les pistes sont complètement ouvertes à cet égard. Je suis désolée, je dois accélérer un peu, mais on voit vraiment que cette problématique de la responsabilité est très, très, très importante. Et on la retrouve également avec les voitures autonomes. C'est le 2e exemple qu'on a choisi. Alors, on pourrait envisager la responsabilité du fait des choses. Sauf que, pour envisager cette responsabilité, il nous faut un gardien. Là, l'identification du gardien, on l'a vu qu'on mettait à chaque fois beaucoup d'opérateurs, vous le disiez, on n'est plus entre individus, entreprises, mais on est entre collectivités et multiples acteurs. Donc là, vraiment, la question du gardien est primordiale. Est-ce que le gestionnaire du logiciel, l'informaticien, pourrait être considéré comme gardien? Et puis, dans tous les cas, il y a ce problème de garde en fonction du degré d'autonomie. Puisqu'on l'a vu, il y a des différents degrés de cognitivité de l'objet connecté. La responsabilité des produits défectueux se pose également. C'est une autre responsabilité qu'on pourrait éventuellement envisager. Sauf que là, on a également un obstacle, c'est qu'on doit faire la distinction entre le produit et la prestation de service, sachant que la responsabilité ne vaut que pour le produit. Est-ce que quand la pompe à insuline ne donne pas le pancréas connecté ne donne pas la bonne prescription, est-ce qu'on est dans une prestation de service ou dans un produit défectueux? Voilà, donc là on est vraiment sur des problématiques juridiques assez précises. Alors, plusieurs pistes ont été envisagées. La responsabilité sans faute sur le modèle de la responsabilité des animaux, qui pose également la question de la personnalité juridique des robots. Et puis, on a également le régime de responsabilité objective du fait de l'autonomie décisionnelle de l'objet connecté, ce qui renvoie là à la responsabilité des codeurs. Voilà les pistes un petit peu qui ont été dressées en termes de responsabilité. Je vais donc passer la parole pour les 2 prochains sujets à Eva Mouyal. Merci beaucoup, Julie. Ah ben, on y reviendra dans les questions. C'est pas une conclusion. Non, je te rassure, on continue. Non.
On continue. Vous inquiétez pas, vous n'aurez pas fait ça quand même. Alors le troisième aspect qui sont derrière les codeurs. Voilà. Le troisième aspect moins polémique sur lequel on va s'arrêter, c'est celui du contrat, de la consommation et de la concurrence. On a vu les trois un petit peu en parallèle parce que ça rejoint un petit peu les mêmes sujets. En tant que juriste, on peut juste souligner que le contrat, la confiance, on en a beaucoup parlé, donc le contrat est évidemment au cœur des préoccupations. Sauf que le paradoxe, c'est que tout cela est très peu étudié par les juristes qui sont spécialisés sur ces questions, qu'on a eu une réforme du droit des contrats très récemment, qui vient d'être ratifiée il y a quelques semaines, où il n'est fait aucunement question de ces sujets, alors que pourtant on remet en cause, à travers les objets connectés, les nouvelles technologies de manière très large, on remet en cause des concepts très forts en droit des contrats, tels que le consentement, la volonté. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, en droit de la consommation. On en a peu parlé finalement aujourd'hui, mais on a dit parce que c'est souvent un sujet un petit peu annexe, mais en tant que juriste, il faut quand même s'en préoccuper de ce consommateur, c'est-à-dire vous et moi, qui sommes confrontés à ces nouveaux objets qui nous font consommer différemment, qui orientent les choix, et au-delà de la consommation, qui déborde parce qu'il y a cette espèce de réduction du champ cognitif, culturel et du champ de consommation. C'est-à-dire qu'on va finalement se retrouver avec une offre extrêmement pléthorique, mais pour autant un consommateur qui se retrouve avec de moins en moins de choix. C'est tout le paradoxe. Alors on a quelques armes entre guillemets juridiques en droit de la consommation. On a le principe de transparence qui est bien connu aussi des économistes, mais qui ici peut se retourner finalement contre le consommateur parce qu'il est confronté à ce fameux big data et donc il est totalement incapable de réellement pouvoir faire quelque chose de cette somme immense d'informations qu'il a à affronter. La publicité ciblée, bien évidemment, sur le consommateur, qui fait que sa liberté de choix va s'amoindrir. Et puis, on peut signaler également un phénomène assez courant, qui est que désormais, le consommateur va acquérir des logiciels, par exemple. Il n'a plus physiquement un bien, il a un logiciel avec des mises à jour incessantes. Et du coup, en tant que juriste, on peut se demander si ça n'est pas contraire à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, qui est interdite par le Code de la consommation. Est-ce que les fabricants ne sont pas en contradiction avec cette loi qui interdit l'obsolescence programmée de la machine à laver ou du frigo? C'est la même chose pour ces logiciels et pour des mises à jour incessantes qui font que le logiciel ne peut plus fonctionner. Ensuite, il y a beaucoup d'aspects, on n'en a pas parlé réellement aujourd'hui un tout petit peu, c'est celui du droit de la concurrence. Pour les juristes, il y a énormément de problématiques liées au droit de la concurrence, notamment ce qu'on appelle l'interopérabilité entre objets connectés. Parfois, des objets connectés peuvent être incompatibles. On a tous en tête Apple et Samsung qui, en guéguerre, font qu'on ne peut pas connecter tel appareil sur tel autre. Et puis, bien sûr, on a ce qu'on appelle l'aggravation du phénomène de concurrence en silo. On connaît tous Apple et son Apple Store ou l'iTunes, on ne peut pas en sortir. Et bien là, par les objets connectés, on va aggraver ce phénomène. L'exemple du frigo connecté qui a été pris, diffusé notamment par Amazon, et qui obligera le consommateur qui a ce genre de réfrigérateur à s'approvisionner chez Amazon. Et donc ça veut dire qu'on ne sort plus, on rentre une fois qu'on a mis le pied, si je puis dire, dans l'objet connecté, eh bien on est obligé de rester dans ce silo. Donc en termes de liberté et d'offres concurrentielles, eh bien c'est un problème. Idem pour l'exemple qui a été donné ce matin du suivi des véhicules Renault. Donc ça veut dire qu'en clair, puisqu'on aura cette blockchain de suivi de la maintenance, eh bien, on est obligé finalement de faire suivre son véhicule par Renault. Donc vous imaginez que les garagistes indépendants, qui étaient déjà en difficulté, leur cas ne va pas s'améliorer. Renforcement des positions dominantes, ça c'est bien évident. On a évoqué les GAFAM et
et ce serait enfoncer une porte ouverte que d'en dire plus là-dessus. Et aggravation de la dépendance économique. Là encore, on sait que Amazon est dans le collimateur de Bercy pour justement ce type de problématiques, comme le sont également Apple ou encore Google. On a des phénomènes de dépendance économique par rapport à ces géants, et les petites entreprises vont être évidemment totalement dépendantes de ces nouveaux objets connectés et de ce qui va avec pour accéder au marché. Alors un petit exemple, Amazon, encore pour en parler, et son fameux Dash Button dont on a pris connaissance tout récemment, avec son service de Dash Replenishment Service, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez votre machine à laver, un petit bouton qui correspond et qui permet de commander en appuyant uniquement sur ce petit bouton la lessive, etc., qui correspond, l'adoucissant, etc. Idem pour l'imprimante. Ça existe, c'est assez utilisé, pas forcément encore totalement notamment peut-être en France, mais aux États-Unis en tout cas, c'est quelque chose de tout à fait quotidien. Pour un juriste en droit des contrats, ça pose des problèmes de consentement. J'appuie sur un bouton, certes, est-ce que je suis conscient réellement que je suis en train de passer un contrat de vente ? Est-ce qu'on m'a informé des conditions en termes d'obligation d'information précontractuelle ? Ça pose énormément de soucis, voire même peut-être qu'on ne m'a pas tout dit. Et à ce moment-là, en droit des contrats, ça peut s'appeler un dol, une réticence dolosive. En droit de la consommation, plus particulièrement, on va changer régulièrement les conditions générales d'utilisation. J'en serai plus ou moins informée, mais on l'a dit, est-ce que je vais lire ces conditions générales ? Assurément non. Et c'est lorsqu'il y aura un éventuel litige que là, je vais me retrouver confrontée, évidemment, à éventuellement des problèmes. Risque donc de clauses abusives en droit de la consommation, avec des décharges de responsabilité, avec des clauses attributives de juridiction qui m'envoient en Californie et autres où je ne pourrai jamais aller. Donc il y a même un problème d'accès au juge en cas de litige, qui fait que le consommateur va finalement se désintéresser et ne passera pas par les voies judiciaires en cas de litige. Et ça aussi, ça pose des soucis évidents pour nous, juristes. Enfin, en droit de la concurrence également, l'algorithme peut lui-même fausser la concurrence. Il peut empêcher l'entrée sur un marché à des concurrents. Il peut y avoir également des collusions entre concurrents, des ententes, on appelle ça en droit des pratiques anticoncurrentielles. Sauf que là, on se heurte à un problème de preuve. Il faut prouver l'entente, il faut prouver l'accord de volonté. Est-ce qu'un algorithme a une volonté ? Et si ce sont des ententes entre algorithmes, est-ce qu'on peut parler d'entente anticoncurrentielle ? Bon, ça pose des questions. On peut évidemment réfléchir ensemble à ces nouvelles situations. Et puis l'autre question que l'on se pose, est-ce que le cloud peut être qualifié aussi d'infrastructure essentielle ? En droit de la concurrence, une infrastructure essentielle, c'est par exemple le réseau ferré. Ce sont les lignes téléphoniques à l'époque qui ont dû être mises à disposition des nouveaux entrants parce que l'opérateur historique était sinon titulaire d'un monopole. Est-ce que ce cloud, cet endroit où on va stocker la donnée, pourrait être conçu juridiquement comme une infrastructure essentielle, auquel cas il devrait être mis à disposition, pas gratuitement évidemment, mais en tout cas il devrait permettre l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Enfin, le dernier exemple sur lequel nous voulions attirer votre attention, c'est celui des smart cities, ces villes connectées. Est-ce que derrière il n'y a pas aussi l'idée de villes privatisées ? Donc on l'a dit, je ne m'appesantis pas, ce sont ces villes où il y a évidemment des capteurs partout, dans les arbres, dans les bennes à ordures, dans les feux tricolores, sous la route, etc., etc. Nice est en pointe, un contrat a été passé avec Cisco en 2013, contrat top secret, on ne peut pas accéder à ce contrat, et apparemment il y aurait évidemment des choses extrêmement limites juridiquement, en termes notamment, bien sûr, de protection des données, en termes de sécurité en règle générale que l'on met beaucoup en avant à Nice, mais derrière, il y a l'idée de surveillance.
Il y a d'autres exemples. On a Dijon également qui serait la première ville connectée également. Donc, tout le monde se revendique pour être la première ville connectée au monde. Et on sait également qu'en Asie, eh bien, on a des villes connectées qui naissent comme ça de rien. Parce qu'en Europe, évidemment, ce sont des villes existantes qui deviennent connectées. Mais en Asie, on crée de A à Z de nouvelles villes connectées. Et là, évidemment, on est dans un monde extrêmement futuriste où tout passe par la machine. La CNIL a publié un rapport sur ces smart cities en 2017 pour mettre en garde justement contre les risques liés à ces villes, des risques évidemment de villes à 2 vitesses, des risques de sécurité. On a parlé des cyberattaques qui peuvent paralyser toute une ville. On a l'exemple d'une attaque sur le chauffage qui s'est produite en Norvège en plein hiver. Alors vous pouvez imaginer les dégâts. Vous pouvez paralyser bien sûr toute une ville quand il fait en moyenne -20. La protection des données personnelles, évidemment. Et puis, ce qui nous intéresse vraiment, Caroline le dirait bien mieux que moi, c'est l'idée de remettre les clés, en gros, à quelqu'un comme Google ou Cisco, etc. On remet les clés de la ville et ainsi, les pouvoirs publics s'effacent, hein, ça rejoint ce qui a été dit jusqu'ici, derrière ces fameux pouvoirs privés économiques. Et donc, la ville parfaite, eh bien, en gros, c'est Google qui va nous dire ce qu'est cette ville parfaite. D'ailleurs, il y a des espèces de cahiers, pas des cahiers des charges, enfin des présentations, voilà, d'une 300 pages, voilà ce qu'est une ville connectée par Google. Et donc, le village Google, à l'échelle planétaire, c'est un peu cette idée qu'on va retrouver dans les smart cities pour qu'on soit tous à vivre dans ce genre de ville extrêmement performante. Alors, quelques petits mots de conclusion, on va se partager avec Julie. Enfin, c'est pas vraiment une conclusion parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais la question qu'on se pose, évidemment, c'est quelle est la place du juriste? Quelle place pour le droit, avec un problème d'appropriation du droit, on en a parlé, mais surtout un problème de situation, comment situer le droit dans tout cela? Ça, c'est une véritable question. Cette journée aura été riche de ce point de vue-là, hein, je crois, pour alimenter. Et puis de ce dialogue, de cette dialectique très compliquée, mais enfin aujourd'hui, on a pu voir que finalement, il n'y avait pas vraiment d'opposition, en tout cas. Ça, c'était très intéressant avec les personnes concernées. Julie Oui, c'est vrai qu'au tout début, quand on a ouvert cette journée, on a entendu, oui, alors nous, le droit est loin derrière nous, hein, très très loin derrière nous. Hein. Je ne cite personne, mais... et effectivement, on le comprend tout à fait aisément. Les entrepreneurs n'ont que faire du droit, puisque do it and after fix it. Donc, on voit bien la logique des choses. On répare, on fait d'abord et après on répare. Mais on voit que finalement, le droit peut être envisagé comme un frein, mais doit surtout être envisagé comme un levier, puisque c'est aussi par ce droit, peut-être en l'absence de figure de tiers de confiance, c'est peut-être grâce à ce droit qu'on pourra réintroduire de la confiance. Et donc, le droit a vraiment une place, selon nous, primordiale. Alors, très très loin de nous, d'ailleurs, l'idée d'être frustré. Hein. On n'est pas là pour dire qu'il y a une frustration des juristes parce qu'on sent l'éviction du droit. C'est pas du tout ça. C'est qu'on voit qu'il y a de véritables problématiques juridiques et j'espère qu'on vous l'a démontré. Vous nous l'avez démontré aussi parce qu'on voit bien que dans vos professions, les questions se posent également au quotidien. Donc le droit a une place. Après, la difficulté, ça va être de comment est-ce qu'on va dialoguer avec les acteurs, effectivement, et parce qu'on se rend bien compte que le droit d'aujourd'hui ne se suffit pas à lui-même et on ne peut pas avoir une dynamique complètement verticale d'injonction. C'est fini ça. Le droit injonctif, c'est terminé. Donc on doit vraiment être dans cette espèce de dialogue et peut-être qu'on pourrait envisager des normes infra-juridiques avec de la compliance, c'est-à-dire que on fixe des objectifs et les acteurs qui ont la compétence technique pour le faire vont établir leur propre process. Après, ils vont nous devoir des comptes, bien entendu, parce qu'ils doivent le faire dans l'intérêt
général. Mais peut-être qu'il y a cette possibilité-là. Et il y a aussi on en parlait en préparant cette intervention, c'est que le droit, finalement, a cette vocation à être presque du marketing. On parlait de normativité comportementale. Mais c'est tout à fait ça. En fait, la normativité technique va normer les comportements. Mais le droit peut aussi normer la technique. Peut-être aussi par du nudge, c'est-à-dire cette façon de faire d'incitation. Alors vous l'expliquerez mieux que moi, je pense, mais le nudge, il me semble bien que c'est la trompe de l'éléphant qui pousse le petit en lui disant « ça y est, vas-y, maintenant, il faut y aller ». Bon, bah là, c'est un petit peu la même logique, par ces mécanismes d'incitation, mais aussi par des mécanismes d'incitation de design, par des mécanismes d'incitation financière également. Donc, on est sur du droit peut-être renouvelé et bien loin l'idée de nous de défendre un droit injonctif. Oui, ça c'est une idée force, vraiment aussi de se renouveler. Hein. On a commencé ce matin, j'ai commencé, donc j'assume la responsabilité en parlant de ce droit comme un rempart. Mais attention, c'est pas justement quelque chose de figé. Et le droit doit au contraire être vu comme un moyen d'accompagner cette révolution de manière tout à fait, comment dirais-je, utile pour tout le monde. Donc c'est le compromis, c'est l'équilibre, et c'est ce qui permettra qu'il y ait une harmonie tout simplement, et que ce progrès technologique ne devienne pas quelque chose de dictatorial avec une idée qu'on le subisse. Donc c'est vraiment ce message-là que notre projet de recherche ambitionne en tout cas, hein, de démontrer, je crois, parce qu'il serait totalement inepte de dire il faut faire ci, il faut faire ça. On n'a pas les moyens de toute façon de cette exigence. Il faut donc aussi que le juriste se renouvelle, ça on l'a bien compris aujourd'hui, trouve sa place et se fasse accepter, parce que sa légitimité ne se suffit pas, le droit ne se suffit plus finalement à lui-même pour dire parce que c'est le droit, c'est légitime et ça doit donc avoir autorité. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. Merci. Merci.